Quand on devient parent, on se pose 1000 questions. Mais il est souvent difficile de faire le tri entre nos envies, nos intuitions et les injonctions familiales et sociétales. Alors comment définir ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants, ce qui nous semble bon? Et comment s'affranchir de pratiques qui ne nous correspondent pas et affirmer nos choix? Bienvenue dans Tambali, le podcast qui vous invite à prendre le pouvoir sur votre parentalité. Je suis Alix Dien-Le-Rouge, doula au Sénégal et maman de 2 enfants. Je vous accueille sur le premier podcast qui explore les expériences de parents en Afrique de l'Ouest. À travers les récits de mes invités, vous serez amenés à réfléchir et à vous questionner pour définir le parent que vous voulez être. Grossesse, accouchement, postpartum, relations parents-enfants. Aucun sujet tabou, nous parlerons de tout. Tambali. On entend souvent dire que la grossesse n'est pas une maladie. Sauf que parfois, si. Et ce n'est pas Roudia qui dira le contraire. Cette jeune maman sénégalaise de 28 ans a commencé à vomir peu après avoir appris sa première grossesse. Elle a tout de suite été surprise par la fréquence et l'intensité des nausées et des vomissements. Mais elle a fait face, en pensant que ça s'arrêterait au bout de 3 mois. Malheureusement, Roudia fait partie des 5% de femmes enceintes touchées par une forme sévère d'hyperémèse gravidique. Une maladie qui entraîne des nausées et des vomissements excessifs et qui peut durer toute la grossesse. Roudia nous raconte comment elle a géré cette maladie, entre nausées, vomissements, fatigue et déshydratation. Elle nous parle aussi de toute la culpabilité ressentie pendant ces 9 mois. La culpabilité de ne pas profiter de sa grossesse et de ne pas réussir à se connecter vraiment à son bébé. La culpabilité de ne pas pouvoir maintenir une vie sociale pour elle et pour son mari, alors qu'ils étaient encore un jeune couple. Mais aussi la culpabilité de ne pas réussir à s'impliquer à 100% dans son poste de responsable marketing en agence digitale. L'hyperémèse gravidique est une maladie encore peu connue. Et Roudia s'est souvent sentie très seule, face aux gens qui pensaient qu'elle était chochotte, qu'elle ne savait pas gérer ou qu'elle en faisait trop. Heureusement, son mari fut d'un soutien sans faille, pour sa première grossesse, comme pour la deuxième, arrivé par surprise alors que son aîné n'avait que 7 mois. En revanche, il a déclaré forfait lors de son 2e accouchement, qui fut digne d'une scène de film hollywoodien. Alors embarquez avec moi dans le récit de Roudia, qui nous prouve encore une fois que les femmes sont de sacrées guerrières. Vous êtes prêts? Alors Nanu Tambali. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, je vais bien et toi? Écoute, ça va très bien. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast. Oui. Et du coup, ma première question, est-ce que ça te plaît d'être maman? Oui. J'aime beaucoup être maman. Déjà, le fait de savoir que des êtres humains ont poussé en toi, ont grandi, dépendent en partie de toi, en tout cas jusqu'à un certain âge. Je pense que ça, c'est magnifique. Et puis, la maternité avoir été enceinte m'a permis de voir à quel point, en fait, c'est un miracle pour moi. Je le voyais à travers les femmes, elles étaient mamans, elles avaient un gros ventre et tout. Bon, je me disais c'était la norme, c'est normal, mais quand je l'ai vécu, c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'est un miracle de la vie, de porter la vie, de les voir évoluer, de les voir grandir, de pouvoir les accompagner et surtout l'amour qu'ils me donnent. Je pense que c'est cette partie-là qui me plaît le plus. Quand je rentre d'une journée épuisée et puis tu les entends, maman, courir vers toi, te prendre dans les bras, te faire des bisous, des câlins et tout, ça, franchement, je suis fan. Et toi, dans quel type de famille tu as grandi? C'était quoi ton contexte familial? Comme une famille sénégalaise, hein, avec un papa et maman, et puis je suis l'aînée et j'ai 2 petits frères. Puis après, il y a les cousins, les tatas, les badiens, les tantes à côté avec qui on interagit durant les fêtes. Et à cette époque-là, du coup, en grandissant, c'était quoi, toi, ta vision du rôle de mère? Tu te dis que c'est vraiment en étant toi-même enceinte que tu t'es rendu compte à quel point c'était un miracle à l'époque. Qu'est-ce que ça t'évoquait, le fait d'être maman? Pour moi, c'était quelque chose d'assez banal. C'est une personne qui est là pour prendre soin en quelque sorte des autres, qui est là pour t'accompagner, qui te donne de l'amour, et la personne surtout qui compte le plus pour toi, en fait, à ce moment-là. Et alors, à quel moment de ta vie tu t'es dit que toi-même, tu voulais devenir maman?
Pour moi, c'était une suite logique que je grandisse, je finisse mes études, que j'ai mon travail, que je me marie, que j'ai des enfants. Pour moi, c'était une suite vraiment logique. Je me disais pas forcément à telle période. Bon, par contre, je me disais que j'allais en avoir 5, mais c'est justement le sujet du jour qui m'a calmée. Et tu dis que pour toi, c'était assez logique de tout faire dans l'ordre, mais parfois on se dit que c'est comme ça qu'on a envie de faire, mais ça se passe pas comme ça. Ouais, Pour toi, ça a été assez facile, donc ouais, ça s'est passé comme ça. Tu as fait ça s'est des passé études, tu as comme trouvé ça. un travail, tu as rencontré ton mari, Ouais. tout Je a l'ai roulé. rencontré durant mes études. Donc, du coup, on a évolué ensemble, puis on a eu nos boulots ensemble. Puis après, on s'est mariés, et puis on a eu nos enfants. Ok, donc voilà, Coup de bol. un plan simple et efficace, quoi. Ouais, ouais, on peut dire ça. Donc, vous vous êtes mariés et après combien de temps tu as eu ta première grossesse et est-ce que ça a été assez fluide ou Oui, on s'est mariés, et puis je pense quelques mois après, je pense 4 à 3 mois après, je suis tombée enceinte. C'était pas du tout prévu. Au début, je me disais que ouais, je vais attendre 4 ans, le temps de bien profiter, d'aller faire des voyages et tout, avant d'avoir mon premier. Sauf que ça, c'est pas du tout passé comme ça. Je pense j'ai eu le premier, peut-être disons 1 an après le mariage ou même moins. Ouais, moins, 11 mois après le mariage, il est venu. Puis après, on s'est dit, bon, je vais encore espacer de 4 ans. Puis en fait, non. Quand le premier, il y avait 7 mois, je suis tombée enceinte de nouveau. Ok, donc des grossesses assez rapprochées. Ouais. Et quand tu es tombée enceinte du coup de votre premier enfant, comment tu l'as su tout de suite et comment ça s'est manifesté pour toi ce début de grossesse? Très mal. Très mal parce que je tombais malade. En fait, depuis le début, comment ça s'est passé? J'ai pris rendez-vous chez la gynécologue pour aller me faire poser un dispositif pour ne pas tomber enceinte, justement. Sauf que lors du premier rendez-vous, la dame, elle me dit, en fait, je pense que vous êtes enceinte. Mais en Voilà. fait, non, il s'est avéré que c'était pas une grossesse, c'était un kyste. Et du coup, elle me dit, on va attendre un peu, le temps que tu aies tes règles, que ça passe, et puis tu reviens, on te met le dispositif. Sauf que quand je suis revenue, bah, j'étais enceinte, mais elle n'avait pas vu ça. Donc du coup, moi-même, je ne savais pas que j'étais enceinte, mais je suis tombée malade, j'avais une infection urinaire. Et puis, j'étais hospitalisée, j'avais des douleurs au niveau du ventre et tout. J'ai été hospitalisée. Et puis, à la fin de mon hospitalisation, quand je devais sortir, lors de la visite de sortie du médecin, je lui disais qu'en fait, je me sens un peu bizarre là. J'arrive pas d'avoir faim, je mange beaucoup et puis j'ai comme des nausées, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être c'est des effets secondaires du traitement ou bien je me suis pas totalement rétablie. Il m'a dit, mais c'est des symptômes de grossesse. Je me suis dit, ah, comment ça? Ah, du coup, il m'a dit, il faut faire un test. Et puis, j'ai fait un test et puis, c'était positif. Mais du coup, tu l'avais posé finalement le dispositif ou pas? Non. Ah, ok. J'attendais de finir mes règles. Puis après, j'ai eu l'infection. Ah, mais du coup, tes règles sont jamais arrivées. Oh, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Je m'en suis même pas rendu compte. Donc, surprise. Surprise, totale surprise. Et quand c'est arrivé, au début, bon, je pense que les premiers jours, ça allait quand même un peu. Mais après, c'est monté crescendo. Je suis tombée tout le temps malade, j'arrêtais pas de vomir. Et puis la nourriture, je pouvais plus m'alimenter. Et c'était très dur. Donc, c'est-à-dire que toutes les odeurs te rendaient malade, t'avais plus d'appétit, t'avais des nausées, tu vomissais aussi? Ouais. J'avais pas forcément des problèmes avec les odeurs, Mhm. mais c'est plus en fait les vomissements qui me fatiguaient. Parce que j'arrêtais pas de vomir. Je vomissais 24 heures sur 24. Et peu importe ce que je mangeais, je le vomissais. Même l'eau, il m'arrivait à chaque fois que je buvais de l'eau, je vomissais de l'eau en fait. Et du coup, en fait, ça a fait que je voulais plus m'alimenter parce que je voulais plus vomir. Et donc, du coup, c'était pire parce que je vomissais de la bile, le truc amer là. Et puis, en plus de ça, ma langue, il y avait un goût super bizarre de métal qui déformait les goûts de tous les aliments. Et ça, c'est resté durant les 9 mois de ma grossesse. À chaque fois que je mangeais quelque chose ou je buvais un jus, quelque chose, peu importe, ça déformait totalement les goûts de chaque aliment. Du coup, je ne voulais plus avoir de rapport avec la nourriture. Je refusais totalement de m'alimenter. Il m'arrivait de rester 2 jours sans boire ni manger. Par peur de vomir.
par peur de Mais vomir. tu vomissais quand Mais même. je vomissais quand même. Mais donc, juste pour qu'on comprenne, ça veut dire que quand tu dis que tu vomissais toute la journée, tu pouvais vomir jusqu'à combien de fois par jour? C'était aléatoire, mais ça pouvait aller jusqu'à 7 fois par jour. 6 à 7 fois par jour. Et donc, ta vie quotidienne, elle ressemblait à quoi? Tu pouvais quand même aller au travail? Oui, j'avais pas le choix. Fallait que j'aille au travail parce que j'avais pris l'engagement de payer la scolarité de mon petit frère et du coup, je pouvais pas juste le laisser comme ça. Donc, du coup, je partais au travail, mais je passais ma vie dans les toilettes. Oui, et je voulais pas forcément que les gens ils soient au courant, mais bon, c'est quelque chose que tu peux pas forcément cacher. Et puis, je tombais souvent malade. À cause des vomissements, je finissais déshydratée souvent. Et puis, on m'internait à l'hôpital aussi. Donc, je me suis fait interner, je crois, 3 fois la première grossesse à cause des vomissements. Et au départ, tu te disais, bon, c'est le premier trimestre, ça va passer et tu gardais espoir? Oui, oui, surtout qu'en fait, moi, je savais pas, tellement je m'intéressais pas forcément au sujet de la maternité, de tout ce qui est grossesse, etc. Je savais même pas que les 3 premiers mois, c'était compliqué de base. Et donc, du coup, quand je commençais à vivre ces symptômes-là, les gens autour de moi, ils me disaient, mais c'est normal, mais ça va passer, les 3 mois. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais souffrir 3 mois, mais le reste des 6 mois, je vais profiter. Mais sauf que ça s'arrêtait pas du tout. Ça s'arrêtait pas. Et puis, quand j'allais partir en visite, on me remettait des médicaments, on me donnait des traitements, mais ça fonctionnait pas. Et puis, je savais pas c'était quoi, en fait. C'était dû à quoi. Les gens, même le corps médical que je fréquentais, ils ne savaient pas c'était dû à quoi. Et puis, les gens, ils pensaient que c'était dans ma tête, que j'étais plutôt faible, que je ne savais pas forcément supporter et que j'en faisais trop. Et, Même si on ne me le disait pas frontalement, je voyais ça dans le regard des gens comme... et ça, c'est fou parce que c'est pas la première fois que j'entends ça. Effectivement, quand il y a des femmes qui. Parce qu'on dit souvent la grossesse, c'est pas une maladie, c'est vrai, mais il y a des Cette femmes. phrase, j'ai horreur de cette Il y a des phrase. femmes pour qui C'est c'est une une maladie, maladie. ouais, parce que moi, je l'ai vécu comme une maladie. Parce Et que du c'est une coup, maladie. j'avais horreur de... À chaque fois que les gens ils me disent, c'est pas une maladie, t'es pas malade, arrête, arrête. Et En j'étais fait, là, toi, si. ouais, j'étais malade. Toi, tu l'étais. Et, et à quel moment on a posé le nom sur ce que tu vivais? C'est pas les médecins qui l'ont posé. J'ai fait des recherches, je regardais sur Google, sur Internet. Et puis, je suis tombée sur un groupe sur Facebook de femmes qui vivent ces mêmes maladies. Je pense que ça s'appelle 9 mois avec ma bassine. C'est un groupe français. Déjà, donc, il n'y avait que des Françaises. Et puis, c'est le seul soutien que j'ai vraiment pu vivre, en fait. Parce que c'est des femmes qui ont vécu ce que je vivais, qui vivaient en même temps que moi aussi les mêmes symptômes, les mêmes difficultés que moi. Donc, du coup, ça m'a permis de comprendre en fait qu'il y a un diagnostic, que c'est ça, c'est une maladie. Mais même après, quand j'en parlais aux médecins et tout, ils ne savaient pas de quoi je parle. Et donc, est-ce que tu peux nous dire le nom? Hyper-MS gravidique. Hyper-MS gravidique. Ouais. C'est vrai qu'on en parle un peu plus, mais Ouais. c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément très mis en avant et très connu. Et on peut se dire que oui, c'est simplement une femme qui a un peu plus de symptômes que les C'est autres, ça. alors qu'en réalité, c'est une vraie... Ou qui supportent moins. qui supporte moins. Et donc ça, le fait de trouver ces ressources au groupe, est-ce que ça t'a aussi aidé psychologiquement? Parce que c'est vrai que pour en revenir à la façon dont ça se passe ici, on peut effectivement entendre un discours de dire, bah, limite, elle fait son intéressante, elle veut se faire remarquer, elle supporte pas. Ouais. J'ai déjà eu un témoignage d'une femme qui me disait, son mari lui disait, t'es dégoûtante. T'es dégoûtante, tu vomis partout, c'est dégoûtant, Ouais, genre, t'imagines. retiens-toi, reste digne. C'est horrible. Et d'ajouter ce déni de la difficulté qu'on est en train de vivre à la difficulté de vomir toute la journée et d'être malade tout le temps, ça rend, j'imagine, l'expérience encore plus difficile. Ouais, c'est isolant. Et comment ton entourage, du coup, l'a vécu et comment ton mari aussi l'a vécu? Bon, moi, mon mari, il m'a quand même apporté du support par rapport à ça. Il était là près de moi quand je vomissais dans les toilettes et tout. Il essayait de voir ce que je pouvais manger, ce que j'avais envie en tout cas pour me l'acheter ou bien essayer de trouver quelqu'un qui peut me préparer ça. Mais je pense qu'il il se sentait impuissant en fait, c'est ça le terme. Il se sentait impuissant parce qu'il ne savait pas ce qu'il pouvait faire pour m'aider par rapport à ça. Il me voyait subir, il me voyait souffrir, mais il n'arrivait pas forcément à trouver une solution en tout cas pour m'aider
à supporter cette étape-là. Et je pense que ça a été dur pour lui aussi psychologiquement de me voir dans cet état-là, de voir qu'il pouvait rien faire par rapport à ça. Et ça l'a traumatisé d'ailleurs. Du coup, à chaque fois que j'ai dit, ouais, j'ai envie de notre bébé, il me dit, c'est bon, Non, non. on va pas revivre tout ça. Ouais, parce que donc pour lui aussi, c'était Ouais, c'est c'était effectivement de se sentir impuissant. Il y en a aussi qui peuvent parfois culpabiliser, de se dire, bah, un bébé, ça se fait à deux, mais en fait, c'est quand même la femme qui subit tout. qui subit tout. Oui. Et puis ça nous a aussi enlevé des moments qu'on pouvait vivre bien, je veux dire, à deux, des moments qu'on aurait pu passer à profiter ensemble, à faire des choses, mais on pouvait pas finalement parce que j'étais tout le temps malade. On pouvait plus sortir, aller. On aime bien sortir, aller sur la petite côte, faire des week-ends là-bas, bien sortir manger, mais on pouvait plus parce que je pouvais plus sortir. Du coup, je limitais mes interactions sociales et c'était difficile. Du côté de ma mère aussi, elle comprenait pas. Elle pensait que j'en faisais un peu des tonnes, mais puis après, à la fin, elle a compris que c'était pas voulu, en tout cas, que c'était quelque chose que je subissais. Et puis, elle aussi, elle pouvait rien faire. En fait, je pense que mon entourage, ils se rendaient compte des difficultés que je vivais, mais ils pouvaient rien faire. Ils étaient impuissants. Et puis, ça aussi, ça les impactait quand même, en quelque sorte. Même si au début, les gens ne comprenaient pas forcément, ils me disaient oui, mais il faut faire des efforts. Par exemple, quand on avait des invités et qu'on voulait qu'ils me disent oui, il faut faire des efforts quand même, viens dans le salon, assieds-toi et parle aux gens, etc. Parce que bon, c'est culturel ici, on n'aime pas que les gens soient au courant de notre début de grossesse. Donc du coup, il fallait que je fasse des efforts pour camoufler un peu tout ça. Donc, que je sois malade ou pas, des fois, il fallait que je me présente sous mon meilleur jour, en tout cas, que je discute, même si je ne sais pas ce que j'avais en tête. Mais oui, il fallait le faire. Donc, Oui, il fallait quand même un peu sauver les apparences, c'est ça. parce qu'effectivement, tu peux pas ouvertement dire que tu es enceinte et que Ouais, c'est difficile. Et donc, il y a eu des moments où tu devais prendre sur toi c'est ça. pour faire ton devoir social. C'est ça, aussi bien au niveau social que professionnel également. Et tu as travaillé jusqu'à quand pendant ta grossesse? Est-ce que tu as eu un arrêt anticipé ou est-ce que tu as Non, été... non, j'ai été jusqu'au bout, jusqu'au moment des congés de maternité. Et puis, je pense que mon patron, en fait, de l'époque, je pense que sa femme avait vécu ça. Elle travaille dans l'entreprise également. Je pense qu'elle avait vécu ça, donc il y avait eu une compréhension de leur part par rapport à ça, même si, bon, quand tu es collaboratrice, il faut quand même produire des résultats. On a beau être compréhensif, à un moment donné, il faut produire des résultats, quoi. Donc c'était un peu dur, j'ai eu des moments un peu difficiles par rapport à ça, vu que je tombais souvent malade et tout, mais bon. Après, on a essayé de gérer, et puis ils ont été quand même un peu compréhensifs. Est-ce que tu as eu des aménagements comme du télétravail, par Non, exemple? non, non. Mais sauf que quand je me sentais mal, quand je allais vraiment mal, je partais pas au bureau. Je prévenais et puis je restais à la maison. Parce que j'imagine que le trajet en voiture... Mmh, quelle horreur. J'avais tout le temps des sachets dans la voiture. Au cas où ça me prend au milieu de la route, je m'arrête et puis je vomissais dans les sachets. Ouais, après, j'avais oublié ce souvenir. Je collectionnais les sachets que je mettais dans ma voiture et puis à chaque fois que ça m'arrivait au milieu de la route, je me garais et puis je vomissais dans les sachets et puis je jetais ça une fois à la maison. Et tu disais que tu pensais que peut-être la femme de ton boss avait vécu ça. Est-ce que aussi dans ta famille, quand ça a Non, commencé à se savoir, est-ce que tu as eu des échos d'autres personnes qui avaient pas du traversé ça? tout, pas du tout. Ma mère, je pense, je lui avais demandé, elle m'avait dit que pour elle c'était dur, mais les 3 premiers mois, mais après c'est pas allé au-delà. Et est-ce que en regardant sur Internet, en rejoignant le groupe, tu as réussi un peu à comprendre, est-ce qu'il y a des explications d'où ça vient? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à risque? Est-ce que c'est juste pas de chance? Ouais, c'est pas de chance. Il n'y a pas forcément d'explication en mode c'est héréditaire ou bien c'est parce que tu as telle ou telle maladie ou tu es exposé à telle ou telle chose. C'est juste pas de chance en fait. Et puis ça peut se développer en fonction de la personne. Pour une première grossesse, ça peut être pire. Deuxième grossesse, ça va. Pour une autre personne, première grossesse, il n'y a rien. Et puis deuxième grossesse, ça va aller plus loin. Et
Est-ce que, malgré, ces difficultés, la fatigue, tu disais que tu as été hospitalisée 3 fois, du coup, pour déshydratation, c'est ça? Et oui, pour déshydratation. Et puis on me mettait du Vogalène Perfusion, en perfusion. Ouais. donc un antinauséeux. Ouais. Et comment tu as créé du lien avec ton futur bébé? Parce que est-ce que tu arrivais quand même à t'approprier cette grossesse? Est-ce que quelque part tu lui en voulais te faire subir ça? Comment tu le vivais en fait, de se dire que... Parce que souvent on a cette image quand même que la grossesse c'est un merveilleux moment de la vie, etc. Pour toi c'était pas le Pas cas, de- ouais. enfin, physiquement pas le cas, et psychologiquement avec des challenges aussi. Donc comment on crée le lien avec son bébé dans tout ça? Ouais, justement, en fait, par rapport à ça, je pense que c'était un peu dur par rapport à moi parce que j'avais pas le temps de créer ce lien-là. J'étais tout le temps mal et tout. Je pense que j'étais plus en mode j'ai hâte d'en finir. J'ai hâte d'en finir, j'ai hâte d'en finir. J'arrêtais pas de dire ça. Et puis les gens, ils me disaient relativise, toi au moins tu peux enfanter, il y a des femmes qui aimeraient être à ta place, etc. Mais moi, j'arrivais pas du tout à voir le bout du tunnel. Et puis, je pense que j'ai commencé à créer ce lien-là au moment où mon ventre commençait à pointer et au moment où j'ai commencé à faire des achats pour le bébé. Tellement j'avais hâte, je me rappelle même, je prenais les habits que j'achetais, je mettais le parfum que j'ai acheté et je mettais ça près de mon oreiller pour dormir avec. Et puis, disons que je l'ai vécu plus en termes de projection, de quand il sera là, que j'en vive le moment présent que je vis là. Oui. Cela dit, j'appréciais les coups dans le ventre et tout, et puis je faisais des photos aussi. Mais c'était des moments plutôt éphémères comparé à toute la grossesse. Et c'est vrai que ce que tu dis, enfin, qu'on te dise: «Ah oui, tu as quand même de la chance» et cetera. Moi, c'est ce que je trouve assez, impressionnant, de mon expérience au Sénégal ces 3 dernières années, cette capacité quand même à être fort, à relativiser beaucoup, à toujours se dire qu'il y a pire que soi, à pas trop, s'appesantir sur son sort entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où peut-être ça freine un petit peu l'empathie Ouais. et que du coup effectivement oui, bien sûr quand on regarde la big picture, tu es enceinte, tu vas avoir un enfant par rapport à des gens qui n'y arrivent pas Ouais. ou effectivement ça reste une chance. Mais je pense qu'il y a des moments aussi où on a besoin d'être juste écouté Écoutez, oui, c'est et ça. compris et de se dire que voilà la personne arrive à À lier extérioriser. ce lien-là C'est ça. et à accepter le fait que pour nous, là, tout de suite, c'est C'est difficile. difficile. Et puis, au-delà du fait qu'en fait, ça, c'est un frein pour l'empathie, il y a le fait que ça te fait culpabiliser surtout. Et donc, du coup, tu te dis, ouais, j'ai pas à me plaindre. Ouais. Parce que moi, au moins, j'ai cette chance-là, alors que tu aurais pu te plaindre parce que tu vis des moments difficiles, en fait. C'est tout à fait normal. Je pense que c'est humain d'extérioriser quand on a des choses qui nous font mal. Mais aussi, en même temps, ça te permet de pas perdre de pied Ouais. et puis de pas sombrer, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu me disais juste avant que tu as commencé à vraiment créer du lien avec l'enfant quand tu as vu ton ventre s'arrondir, etc. Et en fait, tu avais juste hâte que ce bébé Oui. arrive. Est-ce que tu savais si c'était une fille ou un garçon? Oui, je savais que c'était un garçon. Je voulais une fille, mais les 2 fois, j'ai eu des garçons. Et voilà. Je choisis pas, donc. Mais ça va, je me plains pas. Ils sont fous. Quand ils veulent. C'est pareil, hein, c'est que quand elles veulent, hein, je te rassure. Et est-ce que vous avez discuté de éventuellement déclencher l'accouchement dès que possible ou même programmer une césarienne pour en finir comme tu le disais? Ou est-ce que cette question que tu t'es posée, est-ce que tu ne te l'es pas posée? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pour moi, ça m'était pas venu en tête. Pour moi, j'étais dans l'optique de subir jusqu'à la fin, quoi. Mais pas trouver une solution qui va nous permettre d'accélérer les choses, en tout cas. Ça m'était pas venu en tête. Parce que je sais que pour avoir lu certains témoignages, il y a des femmes même qui à un moment donné se disent en fait c'est trop dur, je vais pas Oui, il y aller au en a. bout. Oui, il y en a même qui font de l'avortement par rapport à ça. Ouais, alors qu'elles ont désiré leur enfant et c'est juste qu'elles sont tellement à bout de force qu'en Ouais. fait, voilà. Et sans en arriver là, je me disais effectivement, peut-être parfois on peut se dire, en fait, est-ce que ça peut se finir plus vite que prévu? Mais c'était pas forcément une option. Je me suis pas posé cette question parce que je n'en avais pas entendu parler. Le gynécologue ne m'en a pas parlé. Il a pas parlé de cette éventualité. Et puis, moi, ça m'était inconnu. Donc,
c'est plutôt dans ce sens-là que ça ne m'était pas venu en tête. Mais si, par exemple, j'avais vu des personnes qui ont fait ça, oui, clairement, j'aurais pu proposer cette solution-là. Et qu'est-ce qui t'a aidé à tenir du coup pendant toute la grossesse? C'était le soutien? Est-ce que t'avais justement, c'était le groupe que tu avais rejoint de soutien d'autres mamans? Est-ce que la foi a joué un rôle? Est-ce que c'était quels ont été tes trucs à toi pour tenir le coup pendant toute cette grossesse? La projection. La projection de me dire que je vais me retrouver avec mon bébé à la fin, que je vais devenir maman, que je vais avoir un lien spécial avec quelqu'un que j'ai enfanté. Je pense que c'est ça qui m'a fait tenir plus tôt. En fait, le groupe, il m'avait aidé dans le sens où j'ai pu poser des mots sur ce que j'avais. J'ai pu voir, en fait, que je n'étais pas la seule à Et vivre que tu ça. n'étais pas folle. C'est ça, surtout que je n'étais pas folle et que ce n'était pas dans ma tête et que je n'abusais pas de la chose. C'est dans cet aspect-là que le groupe a pu m'aider, et surtout par rapport au sentiment d'isolement, en fait. Parce que je me sentais isolée, vu que je ne voyais pas les gens en parler autour de moi. Mais ce qui m'a un peu pas trop aidée dans le groupe, c'est que je voyais qu'elles avaient des traitements que je ne pouvais pas avoir ici. Donc... Et donc tu t'étais renseignée justement quand elle mentionnait des traitements pour savoir si ça existait, et ça n'existe pas ici? Ouais, ça n'existait pas. C'est des médicaments en tout cas qui ne sont pas disponibles ici, qui ne sont pas vendus ici. Il n'y avait pas forcément d'équivalent. Et puis même le gynécologue qui me suivait, il ne savait pas de quoi il s'agissait, je pense. Donc, c'était peut-être cette partie-là qui ne m'avait pas trop aidée parce que tu vois, il y a une solution, mais je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Et même ces solutions-là, des fois, chez elle, ne marchaient même pas. Oui, ça dépendait des cas aussi. Mais j'imagine que oui, il doit y avoir un grand sentiment de frustration de se dire, en fait, il y a peut-être quelque chose qui peut marcher. Mais moi, là où je vis, en fait, c'est pas une option pour moi. C'est ça. C'était très frustrant. Ça a été très frustrant pour moi. J'imagine. T'as pas eu envie de prendre un avion d'appeler un GP? Bah non, en plus c'est sur ordonnance, donc c'est pas des... Tu peux pas... C'est pas si simple que ça, j'imagine. C'est des pensées qui nous viennent à la tête. J'ai envie de te tirer, mais c'était pas accessible parce que à ce moment-là, économiquement, financièrement en tout cas, c'était pas ouf. Donc, on faisait avec les moyens du bord, quoi. Et donc, tu disais que ce qui t'a vraiment aidé, c'est beaucoup la projection. Oui, c'est ça. Et donc, comment ça s'est passé quand tu as senti que ça y est, tu allais accoucher? J'étais à la fois excitée, mais j'avais super peur aussi, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et puis, tu entends les gens en parler tout le temps. Comme on dit ici, la table n'est pas facile. La table d'accouchement. Donc, du coup, j'avais super peur aussi. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas comment ça allait se passer. J'avais très peur, mais en même temps, j'avais hâte d'en finir. Et parce que tu disais que comme tu gérais aussi beaucoup tes nausées, ta situation, est-ce que tu as quand même pu un peu te préparer, te renseigner sur ce qui allait arriver au niveau de l'accouchement et de l'après, ou du coup pas du tout, c'était un saut dans l'inconnu? Oui, je regardais juste des vidéos sur YouTube, puis je regardais aussi dans les groupes de femmes ici au Sénégal, comment ça se passait d'habitude et tout. Puis je posais des questions au gynécologue, mais sans plus, quoi. Et donc le jour J, c'était à la fois enfin, et en même temps beaucoup de stress. Et au final, comment tu l'as vécu? Déjà, comment c'est arrivé? J'étais chez ma mère. Et puis le jour aussi, faut savoir que ma mère, elle n'est pas forcément la maman ressource qui va venir te donner tes solutions parce qu'elle oublie. Elle vit quelque chose et puis elle oublie. Je lui dis, toi, vraiment, on dirait que tu n'es pas passé par ça. Tu me sers à rien. Mais du coup, le jour J, en fait, j'ai commencé à avoir des contractions, je pense, vers 6 heures du matin. Mais je me disais, bon, ça va, c'est peut-être pas ça. Parce que ça ressemblait un peu comme des crampes de règles, mais très légères. Donc, du coup, je me disais, c'est pas ça. Puis, j'avais des crampes, je disais à ma mère, mais elle rigolait. Moi, je lui dis, OK, bon, si tu rigoles, c'est que c'est rien. Donc, on va attendre. Puis, il y a mon mari qui était chez ses parents. Donc, du coup, il a dit à son père et à Khoudia, qui, depuis 7 heures, elle est en train d'avoir des petites crampes, mais elle pense que c'est rien. Je vais aller la voir. Et puis, c'est son père qui a dit, elle est en train d'accoucher, il faut l'amener. C'est son père qui m'a sauvée, pas ma mère qui était avec moi. Mais c'est vrai que ça, c'est fou, le nombre de témoignages où on dit, ma mère, j'ai l'impression qu'elle a tout oublié, ma mère, elle savait pas me dire.
C'est Finalement, des incroyable. fois, on attend beaucoup et puis en Oui, fait, non. yeah. J'étais déçue. Et puis quand mon mari est arrivé, il m'a pris, on est parti à la clinique en ville. Et puis on est arrivé, je pense, on est arrivé à la clinique vers 14 heures, quelque chose comme ça. Et puis ça a commencé un peu à s'intensifier quand même, mais toujours c'était gérable. J'avais des crampes et puis les contractions se rapprochaient de plus en plus, mais j'ai fini par accoucher, je pense, vers 20 heures et quelque chose comme ça. Et c'est à partir de 19 heures que j'ai vraiment commencé à perdre les pédales. Je ne savais plus où j'étais, je commençais à pleurer. Et on me disait qu'en fait, non, on va pas te mettre la péridurale parce que tu n'as pas fait les tests avant, tu n'as pas blablabla. J'ai dit, c'est pas mon problème. Si vous amenez pas le médecin, je vais pas accoucher aujourd'hui. Et c'était un dimanche. Du coup, le gars, il s'est amené en jogging et en claquette. J'ai dit, c'est pas mon problème. Comment tu te ramènes, mais tu me mets la péridurale, quoi. Et puis quand il l'a fait vers 19h30, et puis 30 minutes après, j'ai accouché. C'était très rapide. Je pense qu'au bout de 3 poussées, il était déjà là. Et même, je pense qu'il commençait à sortir, on m'a dit, il faut que tu attendes ton gynéco. C'est quoi ce délire-là? Ça, cette phrase-là, elle est incroyable. Parce que oui, on peut l'entendre parfois, ne pousse pas ou faut Oui, attendre le il faut médecin, mais en être... fait, vraiment, quand le bébé arrive, tu ne peux pas ne pas Oui, bah pousser. oui, je peux pas Tu peux le... pas juste fermer les jambes et dire C'est attends un peu, ça. le bébé, il s'en fout. Il s'en fout, c'est pas son time. Son timing, c'est son timing, hein. C'est pas le timing du gynéco. Et puis, il commençait à pointer la tête dehors, et puis le gynéco est rentré dans... J'ai dit, ah, mais tant mieux pour vous, hein, parce que Moi, j'allais le faire pour j'attendais plus là. clair. Et donc là, la rencontre avec ce bébé, est-ce qu'elle C'était très était... bizarre, hein. Ouais. C'était très bizarre. Parce que comment je voyais dans les films, comment les gens en parlaient, ils disaient, ouais, quand tu vas le voir, c'est l'amour dès le premier contact et tout. Moi, je le prends et puis il n'y a rien qui se passe. Je me dis, ah, c'est bizarre. Je commençais un peu à paniquer parce qu'il n'y a pas cet amour-là, genre au premier regard, qu'il y a. Pour moi, c'est un bébé, quoi. C'est mon bébé. D'ailleurs, j'ai des photos, on m'avait pris, les premières photos qu'on a prises de lui et moi, j'avais une mine assez bizarre en mode, qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas ce qui se passait parce que je m'attendais à avoir ce coup de foudre-là, mais c'est pas venu sur le coup. Je ne comprenais pas, je commençais à paniquer, je me suis dit, est-ce que je vais l'aimer quand même? Et puis je l'ai pris, il a commencé à téter, je pense que c'est après au fur et à mesure que ça s'est construit, quoi, d'amour inconditionnel. Mais ça, c'est important de le dire parce que, effectivement, souvent, on peut avoir cette idée que voilà, c'est l'amour au premier Mm. regard. Et il y a des femmes pour qui c'est le cas. Mhm. Vraiment, c'est le bébé sort, il y a un truc qui se crée tout de suite. Et il y en a d'autres pour qui c'est pas instinctif. Ça Mhm. peut être lié, parfois, c'est l'intensité de l'accouchement. En fait, on est encore en train de Ouais, réaliser ce ouais, qui vient c'est de se ça, passer. Et c'est du ça. coup, on a besoin d'un temps de décompresser pour, voilà. Il faut Ou réaliser. pour celles pour qui ça s'est pas forcément très bien passé ou pas comme elle l'imaginait, il peut y avoir ce temps un peu de décompression-là. Après, il y en a pour, ça peut être de dire, mais en fait, c'est un enfant que je ne connais pas encore. Ouais, je pense Enfin, que c'était plus ça. ok, on me dit que c'est le mien, je vois, il vient de sortir de moi, donc a priori c'est le mien, mais en fait c'est un étranger, c'est un petit bébé qu'il faut que j'apprenne à connaître, et donc Ouais, je pense que c'était il faut plus mon tisser le cas. lien, et en fait c'est plus du coup le fait de... Et dans ces cas-là, le fait d'allaiter, ne serait-ce que parce qu'il y a la réaction hormonale, parce qu'on l'a contre soi, Mhm, ou mhm, sinon le fait de faire du pot à pot aussi, mhm. ça peut aussi aider À déclencher, à ouais. déclencher ce lien-là, et en général dans les jours qui suivent... Ouais, ça se crée, mais effectivement, pas de panique. S'il n'y a pas ce coup de foudre de bébé qui sort, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas ouais, anormale, c'est pas du normal, tout. c'est Ça normal. dépend vraiment Des des personnes, femmes. Ouais. exactement. Et des bébés aussi, parce que d'une grossesse à l'autre, ça peut être Oui, différent. oui, oui, exactement, exactement. Et donc là, est-ce que tout était oublié? Est-ce que vraiment c'était Oui, fini? À partir du oui, moment où le bébé est sorti, il n'y avait plus de oui. nausées, plus de vomissements, Il plus y avait rien? rien, ça avait mystérieusement tout a disparu de façon magique, comme si rien ne s'était passé hier. Puis moi, ça m'avait choqué quand même, parce que je m'attendais peut-être à avoir un temps où ça va se passer, puis ça va disparaître, mais non, c'était automatique. J'ai accouché, puis j'ai plus vomi. Et tellement j'avais envie de burger parce que je pouvais plus en manger. Une amie à moi m'en a ramené, je pense, 5 ou 6. D'un coup? Donc, oui. Donc à partir du moment où ton bébé était né, c'était vraiment un retour à la Ah vie non. normale. Et Mm. est-ce qu'au final, pendant ta grossesse, physiquement, t'as senti que t'as perdu du poids, t'as perdu Ouais, des ouais, forces? ouais, ça, j'allais Comment en parler t'étais tout à l'heure. Je pense que c'est ce qui était le plus choquant pour les gens, parce que, en principe, quand tu es enceinte, tu prends du poids. Moi, c'était le contraire, je perdais 10 kilos. Malgré que je prenais au niveau du ventre, je perdais quand même 10 kilos. J'étais toute maigrichonne, je pense. J'ai jamais été aussi maigre de ma vie que durant mes grossesses. Parce que enfin, je suis pas grosse, mais
j'ai jamais été maigre. Mais durant mes grossesses, je devenais carrément maigrichonne. Il y a mes pantalons qui tombaient. Du coup, ça m'a permis quand même de continuer à porter mes habits. C'était un avantage. Super astuce. C'était ça l'avantage. Je n'avais pas à renouveler de garde-robe. Je continuais à porter mes pantalons tranquilles. Et puis, parce que justement, j'avais perdu du poids. Mais le ventre, c'est le ventre qui prenait, quoi. Et finalement, ton bébé, il est né à quel poids? Je pense qu'il était à 3 quand même. 3,5. Ah ouais, donc ça n'a pas eu d'impact, lui, sur sa Non, croissance pas du tout, pas du tout. Je m'attendais, on me disait oui, il faut manger parce que ton bébé il va être super petit, etc. Moi, je m'attendais à avoir un bébé chétif, mais pas du tout. Donc lui, il a pris tout ce qu'il avait à prendre et c'est toi qui as perdu. Ouais, c'est Ouais, moi. c'est souvent comme ça. Hein. Les bébés, ils servent en premier. C'est ça, exactement. Et c'est bien ça, oui, quand même. Et donc ces premiers mois avec bébé, du coup, vous habitiez dans votre appartement. Oui, c'est ça. Et est-ce que du coup, après la naissance, t'es retournée chez tes parents ou est-ce que t'étais chez toi? Alors, pour le premier, je suis retournée chez ma belle famille. J'habitais chez ma belle famille, mais au bout d'une semaine, j'ai décidé de rentrer chez moi. Même si tout le monde me déconseillait ça, mais bon, je suis rentrée plus par... J'étais habituée à mon espace, en fait, à avoir mes affaires. Et puis, quand tu pars chez quelqu'un d'autre, que s'il s'agit même de tes propres parents, en fait, moi, le fait d'avoir mes affaires dans des espaces qui ne sont pas propres aux miens, j'ai un peu des soucis par rapport à ça, parce que j'ai pas envie de retrouver mes affaires partout, de ranger, de remettre. Et puis, c'est plus par rapport à cette aisance-là, en fait, que je suis rentrée chez moi. Mais j'avais une aide ménagère aussi qui était à la maison. Et puis, mon mari, il était aussi très présent. Il m'aidait la nuit, il se levait pour tenir bébé. Et puis, ça allait quand même. Mais t'avais envie de te sentir chez toi, quoi. Oui. Et donc, ton mari était aussi impliqué? Oui, il était Lui, très... il a eu un congé paternité, pas vraiment? Je pense, non, il y avait une semaine. Il était présent, même s'il devait partir au travail. Des fois, il restait avec moi la nuit, éveillé, à prendre soin de bébé. Il était très impliqué. C'est lui qui partait acheter des berceaux, etc. Et puis, plutôt pour les petits trucs, c'est plus comme genre lécher les autres, ce genre d'éléments-là. On faisait les choix à deux, on regardait ensemble des vidéos tutos, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ouais, il était très impliqué par rapport à ça. Et à ce moment-là, toi qui voulais donc 5 enfants... J'ai revu mes ambitions à la baisse. Mais est-ce que ça t'a carrément... Tu t'es dit, en fait, je vais attendre avant de faire un deuxième, Oui. ou peut-être que je sais même pas si j'en voudrais un deuxième parce que c'était trop dur, ou est-ce que assez vite vous avez recommencé à discuter de la suite Non. sur le plan des 5 enfants? Alors lui, il voulait plus. Carrément, il me disait non, tu as trop souffert là. Moi, je veux pas qu'on revive en tout cas cet épisode-là. C'était beaucoup trop dur. Donc lui aussi, il était en stress post-traumatique, quoi. Oui. Ouais. Mais c'est intéressant aussi parce que forcément, on se dit, bah voilà, la mère a traversé ça, ça a dû être dur. Est-ce que d'ailleurs, à un moment donné, tu t'es posé la question ou est-ce que tu as fait la démarche d'avoir un suivi thérapeutique par rapport à ce que tu vivais, de pouvoir partager avec quelqu'un ou pas du tout? Pas du tout. Non. C'était Ça pas... m'était pas venu en tête, vraiment. Parce que aussi... Mais c'est quelque chose que je conseille en tout cas. S'il y a des gens qui le vivent, Ouais. je conseille d'aller en parler à des spécialistes. Et je me dis, effectivement, ça peut être intéressant pour la maman et même pour le papa qui doit aussi parfois se sentir démuni, se dire qu'il ne C'est peut ça. rien faire. Il y a beaucoup d'hommes pour qui c'est compliqué de se sentir impuissant parce qu'ils ont l'habitude d'être là pour trouver des solutions C'est et ça, puis exactement. pour supporter, enfin aider leur femme. Et ça peut être un peu déstabilisant aussi Si tu peux rien faire. de se dire on peut rien faire. Donc j'imagine effectivement. Donc c'est lui qui était en mode non, je Non, veux oui, plus non, que lui, te carrément, voir il traverser voulait ça. plus. Quoi. Il voulait carrément plus. Moi, je pensais qu'il rigolait, mais en fait, non, il rigolait pas. Il voulait plus d'enfants, carrément. Et est-ce que toi, à ce moment-là, tu te disais que ça pourrait ne pas réarriver pour une autre grossesse ou est-ce que tu te disais quand même statistiquement, a priori, si je l'ai vécu une fois, si j'ai un autre enfant, ça risque de se passer pareil? Oui, je me disais que ça allait être pareil. Et donc, du coup, je me disais, en fait, non, je veux pas forcément avoir un autre. Mais sauf qu'on connaît la femme. Tu as beau vivre 1000 souffrances pendant ta grossesse, tu vas avoir un autre bébé, tu vas te dire, ah, mais il est mignon quand même, j'en veux un autre. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans notre tête là, mais c'est incroyable. Mais la plupart du temps, j'étais en mode, non, c'est bon. Et puis, il était un bébé, quoi. Donc, ça se posait pas vraiment. Parce que quand je suis tombée enceinte du deuxième, il avait 7 mois. T'es pas obligée de répondre, mais c'était prévu ou... Pas du tout, pas du tout. Tout comme lui, il n'était pas prévu là, l'autre non plus. Mais c'est moi, j'ai la mauvaise habitude. À chaque fois que je dois faire un truc, je me dis, ouais, semaine prochaine. Donc, je me disais rendez-vous gynéco pour la contraception, semaine prochaine. Puis je suis tombée enceinte.
Ça me fait rire parce que c'est la même histoire que racontait Virginia. Il y a eu dans l'épisode 5, Ouais, elle dit oui, j'avais rendez-vous chez mon gynéco. Et puis bon, bah, entre-temps. exactement. Donc les filles, si vous voulez prendre un rendez-vous, prenez un rendez-vous. Voilà, Allez-y. faut pas attendre, faut pas attendre. Et puis surtout, je pense qu'en fait, il y a le mythe là, comme quoi quand tu allaites, tu ne vas pas tomber enceinte. J'y croyais pas forcément, mais je me disais, bon, Alors c'est vrai, mais sous certaines conditions, effectivement, c'est vraiment allaitement exclusif au sein. c'est ça, Donc exactement. si on tire pour des bébés, c'est plus forcément la même efficacité. D'avoir des tétées toutes les 4 heures la journée, toutes les 6 heures la Ouais. nuit, pas de tétine, pas de biberon d'eau, Moi, pas, je pas, remplissais pas du tout pas ces commencer conditions-là. pas commencer la diversification. Mm. Donc il y a aussi des femmes qui se font un peu avoir là-dessus parce que en réalité, donc tant qu'on n'a pas son retour de couche, donc on voit pas ses règles, on se dit qu'a priori on n'est pas fertile. Le problème c'est que la première fois qu'on voit ses règles, ça veut dire que 2 semaines avant, on a eu une première ovulation Exactement, c'est ce qui m'est arrivé. et on ne savait pas. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que quand je me rappelle, j'avais pas le retour des couches. Puis, à un moment donné, j'ai eu mes règles, mais en fait, c'était pas des règles. J'étais déjà enceinte du deuxième. Et du coup, je m'y attendais pas. Moi, j'avais des symptômes, mais je me dis... j'avais l'impression d'être enceinte, en tout cas. Mais je sais pas, j'essaie de me persuader dans la tête que... Tu étais en déni, ça Oui, s'appelle. c'est ça. Ouais, je me suis Et dit, donc non, c'est pas possible. comment tu t'en es rendu compte? Bah, je commençais à ressentir un peu les mêmes symptômes, sauf que moi, je sais pas. Je pense que avant que je m'en rende compte, avant que je n'ai la confirmation que je suis enceinte, les symptômes sont beaucoup moindres. C'est-à-dire, j'arrive à manger, bizarrement, je n'ai pas ce goût de métal, je ne vomis pas. Mais je me sens un peu fébrile, disons, j'ai un peu... Je mange beaucoup et puis je me disais c'est un peu bizarre quand même. Je vais faire un test pour voir, mais c'est juste, je sais que je suis pas enceinte. C'est juste un test pour confirmer que je suis pas. Bah non, en fait, j'étais enceinte. Et tellement j'étais choquée, parce que le premier, il avait 7 mois. J'étais tellement choquée que j'en ai pas parlé pendant, je pense, 2 jours. J'étais en état de choc. Même à ton mari. Non, je l'ai pas dit. C'est pas possible. Et le lendemain, je pense, je suis partie au bureau, j'ai commencé à vomir. La minute où tu l'as su, c'était reparti, quoi. Voilà, je Mais ça, comprends c'est pas. fou, hein. Je pense qu'effectivement, ça peut être lié. Enfin, je sais pas, il y a un truc psychologique qui fait que C'est sûr. t'aurais peut-être dû rester dans le déni un peu plus longtemps, du coup. Ouais, j'aurais dû. Si je savais, j'allais jamais faire le test, j'allais dire, bon, on va attendre les 3 mois d'abord, on va faire le test après. Oui, mais Et donc, quand tu l'as dit à ton mari, comment il l'a pris? il était choqué. Il y croyait pas, il pensait que je rigolais. Je pense que je lui ai annoncé le jour de la fête des pères. J'ai dit, s'est dit, tiens, mon cadeau. Très drôle. Je pense que je lui avais fait une petite note en mode 7 raisons pour lesquelles tu es un bon super papa. Et puis à la fin, je lui ai mis, est-ce que tu aimerais recommencer l'aventure encore? Il m'a regardé comme ça. Non. Moi, j'ai dit, ah bah, trop tard. Ah ouais, guet-apens. En plus, il avait le bébé sur lui, il s'est levé en sursaut. Je lui ai dit, bah, oups. C'est encore reparti. Puis bon, je lui ai dit, c'est là, on n'a pas le choix, on va revivre ça et puis ça va aller. Et est-ce que, du coup, pour cette deuxième grossesse, c'était vraiment la même chose, la même intensité? Est-ce que c'était un peu mieux? Est-ce que c'était pire? C'était un peu moindre quand même. C'était dur quand même par rapport à tout ce qui est nourriture, mon aversion pour la nourriture carrément. Mais en termes, je pense que j'arrivais à gérer un peu mieux les douleurs, un peu mieux les nausées, un peu mieux les vomissements. C'est fou cette résilience quand même, Mais pour les femmes. ouais, Et c'est ça. ton entourage, est-ce qu'ils ont été aussi soutenants? Ils se sont dit non mais là, t'abuses. T'abuses. Ouais, je pense que les gens, ils étaient choqués en mode wesh, mais c'est tôt, c'est tôt. Et puis moi, j'appréhendais aussi comment j'allais en parler autour de moi, au niveau professionnel, parce que déjà, j'ai pas été super top au niveau performance, vu que j'étais malade tout le temps, j'avais des arrêts et j'étais absentéiste. Et puis, 7 mois après, tu viens et tu leur dis ah, salut, je suis encore moi. Et comment ça a été reçu? Bah, ils m'ont félicité, hein. Moi, ils n'ont pas été négatifs là-dessus. J'ai pas franchement eu en tout cas, Face à toi, quoi. face à moi, oui. Après, je sais pas s'ils se sont dit derrière moi. Ça, je me dis qu'ils se sont dit, ouais, mais elle fait chier quand même. Bah, en tout cas, on ne le saura jamais, mais en tout cas, d'avoir au moins le
le respect et la dignité de t'accompagner là-dedans, et parce qu'il y en a qui réagissent de façon très négative et très inappropriée. Donc c'est déjà... en tout cas, ça t'enlève peut-être un stress. Mais je pense que c'est le plus... En fait, les gens, ils comprenaient pas que c'était une maladie, en fait, sur les 9 mois. Je pense que plus les gens, ils pensaient que j'étais faible et que j'arrivais pas à bien gérer. Peut-être un peu chochotte, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc finalement, dans cette seconde grossesse, est-ce qu'il y avait des améliorations? Bah non, c'était que 7 mois après. Il n'y avait pas d'amélioration en termes de traitement, il n'y avait pas de nouveauté, il n'y avait pas de solution miracle. Non. J'avais changé de gynéco en tout temps. Je suis partie vers une femme cette fois-ci. Elle n'arrivait pas à me proposer des solutions qui m'ont aidée. Je pense que je l'ai accepté. Je me suis dit, bon, il n'y a rien pour moi. En fait, je vais juste subir et puis... Ça doit être frustrant aussi, cette ignorance du corps médical vis-à-vis de cette pathologie. Ouais, c'est très frustrant. Et puis, il y en a aussi qui le lient parfois à des raisons psychologiques qui vont te dire « Ah, bah, c'est parce que peut-être tu n'as pas accepté ta grossesse. » que tu vomis beaucoup. Alors, c'est genre limite, c'est toi qui te crée ces problèmes-là. Ces problèmes-là. Et ça aussi, j'imagine que ça rajoute de la culpabilité. Oui, de dire, en plus, je m'inflige ça à moi-même, quoi. Oui, c'est ça, en fait. C'est très culpabilisant et c'est très difficile. Ce qui est le plus dur avec cette maladie, c'est qu'elle t'isole. Aussi bien sur le plan social, mais psychologiquement. Parce que c'est pas connu. Les gens, ils l'acceptent pas. Ils vont te juger et se dire que c'est dû à autre chose, que c'est dû à toi. Et tu vas te remettre en question, tu vas te poser des questions. Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que c'est pas de ma faute? Je suis en train de me faire du mal. On va même dire que je faisais du mal à ton bébé à force de vomir comme ça. Tu es en train de faire du mal à ton bébé, il faut que tu te reprennes. Ah ouais, on tire sur toutes les ficelles, quoi. Exactement. Culpabilisation, ouais. plus, comme si c'était déjà pas assez difficile. C'est sûr. Et puis tu as des sages-femmes même qui ignorent, parce que tu peux rencontrer des médecins qui ont entendu parler de la pathologie, mais tu as d'autres qui n'en ont jamais entendu parler. Pour eux, ça n'existe pas, en fait. Et ça, tu as eu des mots un peu durs parfois de la part de personnel soignant par rapport à ça, quand tu t'es hospitalisée, par exemple? Autour de mon entourage, on me disait qu'en fait, le premier gynécologue qui me suivait, il me faisait interner pour gagner de l'argent. Et donc, du coup, les gens me disaient, il faut que tu refuses. J'ai dit, comment ça, refuser? Ça va pas. En fait, je suis déshydratée, donc ouais, je vais y aller. Ah oui, donc en plus, tu dois gérer la pression de ton entourage qui potentiellement remet en question les motivations. Ouais, des professionnels. Et puis, tu avais aussi des fois... Mon mari, il restait avec moi à la clinique. Il dormait avec moi, mais les gens, ils ne comprenaient pas ça. Parce qu'ici, au Sénégal, d'habitude, les gens ne comprennent pas qu'un mari puisse passer la nuit auprès de sa femme à l'hôpital. Pour eux, c'est soit à ta belle-mère, soit à ta belle-sœur, ou bien ta maman. C'est une femme, en tout cas, qui doit venir être avec toi, pas forcément ton mari. Et du coup, c'était un peu bizarre pour les gens que mon mari... Pourtant, c'est quand même bien lui le responsable de la situation. Bah oui. Si c'est pour lui, la seule conséquence, c'est de dormir par terre, ça va, hein? Moi, j'aurais bien aimé prendre sa place. Oui, donc lui... Mais même les gardiens de l'hôpital, je me souviens, il y avait un gardien qui lui disait, mais toi, tu aimes ta femme, hein? Bah oui, et c'est une mauvaise chose. Et lui, ça l'a pas affecté? Non, il appréciait quand même être là. Il faisait même il lui arrivait de faire du télétravail et de rester avec moi, avec son ordi, dans le coin de la chambre là-bas, pendant que je dormais. Et je pense que je dormais beaucoup pour ne pas avoir à faire face aux douleurs. Ouais, je dormais beaucoup quand même. Donc ça a été un soutien très présent. Ouais, il était très présent. Bah, merci à lui. Merci à lui. Et je me rappelle, en parlant de dormir, je me rappelle même, il m'arrivait des fois, quand j'étais au bureau et que j'en pouvais plus, je partais dans les toilettes et je me couchais à même les carreaux pour dormir. Oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois de dormir pendant 15 à 10 minutes. Tellement tu étais épuisée des nausées, des vomissements et de la maladie. Oui, parce que ça me prenait toutes les forces et puis je ne m'alimentais pas. Du coup, j'étais faible. En plus, pardon, parce que je suis en train de réaliser que du coup, tu étais extrêmement malade. Et puis j'avais un bébé. Et que tu avais un bébé, en fait. Qui allaitait en plus. Que tu allaitais, ok. Oui, j'ai continué à l'allaiter, je pense, 3 mois, jusqu'à 3 mois. Et puis, c'est un bébé, il veut sa maman, donc il était tout le temps sur moi. Et puis, il ne voulait pas descendre, il ne voulait pas aller faire son papa ou vers la nounou. Mais je n'avais pas le choix. Et je pense que lui, il m'a plus aidée. J'oubliais, en fait, je ne vivais pas vraiment la deuxième grossesse. Je culpabilise d'ailleurs de le dire, mais je ne le vivais pas forcément. Tu l'as moins investi, quoi.
C'est souvent le cas. Surtout quand tu as un bébé Ouais, petit. c'est ça. Tu veux que tu vis plus des moments avec l'autre, il prend tout ton temps, toute ton énergie, donc tu as moins de temps de penser à celui qui est dans ton ventre, quoi. Mais du coup, le fait d'avoir ce petit bébé, ça te permettait aussi, limite, de penser à autre chose, de te changer un petit peu les Ouais. idées par rapport à Oui, ça m'a tes beaucoup aidé. symptômes et ce que tu vivais. Je pense que ça m'a beaucoup aidé par rapport aux symptômes. C'est ce qui a fait que j'avais moins de symptômes que pour le premier. Parce que pour le premier, Finalement, l'isolement dont tu parlais, bon, bah là, au moins, tu avais ce petit, je me ce suis petit sentie bébé, beaucoup quoi. moins seule quand même. Beaucoup moins seule. Et Et puis est-ce- surtout, pardon, excuse-moi, il y a le fait que tu le vois en fait. Tu te dis qu'en fait j'ai vécu tout ça pour lui, il en valait la peine. Donc ça te permet d'avoir un peu plus de force et de mental à surmonter tout ça. Donc, ça a renforcé ce truc de projection pour le deuxième, mais en plus, tu savais quel allait être le résultat C'est ça. final, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, l'accouchement aussi, c'est bien passé. Catastrophique. Oh non! Ah, lui là, son accouchement, ça, lui, oh, ça m'a traumatisée. Parce que comment ça s'est passé en fait? Oh Seigneur. Alors, il faut savoir que mon mari, il est drépanocytaire. Et donc, du coup, c'était encore un dimanche. Sauf que ce jour-là, il n'y avait pas la nounou avec. Elle était rentrée chez elle. Et donc, du coup, il n'y avait que moi, le bébé, et puis mon mari, quoi. Le bébé, il avait, je pense, 14 mois. Il avait 1 an tout juste. C'était toujours un bébé. Bon. Et donc, du coup, comment ça s'est passé? Je pense vers 5 heures du matin, quelque chose comme ça, j'ai commencé à avoir la sensation que j'avais de la diarrhée. Mais, donc, du coup, j'arrivais pas à dormir. Je suis partie au salon, je me suis posée devant la télé, je mangeais des trucs. Puis, je regardais des vidéos de maquillage tranquille, comme si il n'y avait rien. Et puis, ça a commencé à s'intensifier. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Attends, je vais télécharger l'application qui va permettre de voir si c'est le moment de partir à l'hôpital ou si c'est des contractions effectivement ou pas. Et puis, j'ai téléchargé l'application. Je voyais l'application me dire c'est le moment d'aller à l'hôpital. Parce que ça se rapprochait de plus en plus. Et donc, du coup, je pars réveiller mon mari. Je lui dis, écoute, il faut qu'on parte. Et il me dit, tu es sûr? J'ai dit, bah oui, l'application me dit que c'est le moment. Et il me dit, bon... Je le vois, il me dit, ok, laisse-moi me préparer. Je vois se lever, aller dans les toilettes, etc. Mais il prenait son temps et je commençais à m'impatienter. Il me disait, oui, tu te rappelles, la première fois, ça a commencé à 7 heures du matin et tu as fini à 20 heures. Mais là, c'est un deuxième. Ouais, c'est pas pareil. Et donc, du coup, je vois, il prend son temps, je commençais à m'énerver. Je me suis énervée à un moment donné. J'ai pris la valise, je lui dis, moi, je descends, je t'attends plus là, c'est plus possible. Et je suis descendue et puis... Je l'appelle, je lui envoie des messages, il descend pas. Il prend vraiment son temps. Il a fait je sais pas combien de minutes, et puis je me suis énervée, je suis remontée, je l'ai vu, il était couché dans le canapé. Je lui ai dit, mais toi, t'es sérieux? Il faut qu'on y aille là, je suis en bas à t'attendre, et puis toi, t'es là, tu te couches. Il me dit, ok, j'arrive, c'est bon. Et je redescends, je prends le bébé en plus, je descends. Et puis, quand j'étais en train de l'attendre, il y a mes os qui sont... À la poche des os qui se rompent. La poche des os s'est rompue. Devant l'ascenseur. Non, juste devant, en bas, dans la rue, alors que j'attendais près de la voiture. Ok. La poche des os s'est rompue, et puis j'étais en mode, ouais, c'est pas le moment là. Et il descendait toujours pas. Et puis quand il est descendu, il me dit, tu peux conduire? J'ai dit, ça va pas, t'es fou! En fait, je viens de perdre les os, je suis sur le point d'accoucher, toi tu me dis tu peux conduire. Ça va pas? J'ai dit, bon, non, je peux pas conduire, je vais pas conduire. Il me dit, là, je me sens pas trop bien. J'ai dit, ah bah c'est pas mon problème, moi je conduis pas. Parce que du coup, il y a des symptômes qui sont liés à la drépanocytose que tu as mentionné avant. Sauf qu'il m'avait pas dit en fait qu'il était en train de... Il m'avait pas dit qu'il faisait... il se sentait pas bien. Il m'a rien expliqué. Il m'a dit, je peux pas conduire. Donc, je lui ai dit, ok, on va essayer de trouver un taxi. J'ai vu un couple qui avait arrêté un taxi parce qu'à ce moment-là, un dimanche, je vois pas de taxi du tout. On a vu un couple qui a arrêté. Je lui ai dit, s'il te plaît, va leur demander de nous laisser le taxi là parce que sinon, c'est mort. Et donc, du coup, le taxi vient, il nous amène et puis on rentre, lui, moi, bébé, derrière. Le taximan, il roule. J'avais les contractions qui commençaient à s'intensifier vraiment. Et puis, à un moment donné, il commence à faire une crise drépanocytaire et tout. Et ça se manifeste comment? Bah, il perdait conscience. Il faisait des convulsions. Et puis, il ne savait pas où il était. Il faisait des convulsions et il les faisait sur moi.
parce Ouais. qu'on était côte à côte. Et puis tu as Amar, mon aîné, qui voit son papa en train de faire une crise, et puis lui aussi, il est en train, il commence à paniquer, il pleure. J'imagine la tête du taximan Non, aussi. mais le taximan, il paniquait. En plus, il a pris un rond-point à contresens pour aller voir les gendarmes. Parce que tu vois les gendarmes qui s'arrêtent au niveau du mosquée de la mosquée de la Divinité. Ils s'arrêtent au niveau de leur car, là, et puis commencent à taper « Sortez, sortez !» Et puis les gens commencent à s'attrouper autour de nous. Il y a quelqu'un qui veut prendre mon bébé. Je lui dis non, 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 je ne le laisse pas. Et puis il y avait les contractions. Purée, nom de Oh Dieu. là là. Et puis Mais le c'est un taximan, film. il dit mais sortez, sortez. Parce qu'il avait peur en fait qu'ils se mettent sur moi et qu'ils me blessent avec le bébé. Et puis il y a les gendarmes qui disent bah nous on peut rien faire. Il faut les amener à l'hôpital là. Nous on peut rien faire. Désolé, il faut y aller là tout de suite, tout de Vous suite. pouvez pas vous escorter, non? Ah ouais, je pense qu'ils pouvaient au moins faire ça, ou bien au moins quelqu'un se met avec nous pour au moins le tenir, je sais pas. Mais ils n'ont pas voulu faire grand-chose. Du coup, on est remonté dans le taxi. Et puis il y a un truc qui me fait, à ce moment donné là, moi, quand j'attendais mon mari en bas, je me suis énervée, j'ai pris mon téléphone pour lui écrire un message. Je lui ai dit, t'es vraiment... C'est vraiment que n'abruti, je suis là à souffrir le martyr et j'ai là à prendre ton temps, t'es méchant, tu sais pas ce que je vis, blablabla. Je lui disais, franchement, je lui ai dit n'importe quoi. Et puis quand on est rentré dans le taxi et qu'on partait, qui s'est un peu plus calmé, il faisait plus de convulsions, mais il était toujours en crise. J'ai pris son téléphone, j'ai effacé tranquillement les messages. Parce que je suis culpabilisée. On te comprend, on te comprend. Et ça, jusqu'après, je pense qu'il va découvrir ça durant cette émission. J'ai effacé tranquillement les messages, ni vu, ni connu. Entre deux contractions, je prends le téléphone, je supprime tranquillement. Et puis quand on est arrivé à la clinique, on l'a mis sur un brancard, moi on m'a mis sur une poussette. Et je ne sais pas qui a pris mon bébé. Ah ouais. Je ne sais pas qui. Tu sais pas où il est parti? Non, je ne sais pas qui a mon bébé. Parce que sur la route, j'ai commencé à appeler les gens de ma famille et de ma belle-famille, mes belles-sœurs, pour qu'elles viennent. Mais quand on est arrivé, elles n'étaient pas encore là. Il y a quelques minutes après, il y a ma belle-sœur qui est venue et m'a demandé où est le bébé. Je ne sais pas moi. Oh, Et puis quand je suis avec les sages-femmes, je lui dis mais où est mon mari, où est mon bébé, où est mon mari, Elles me disent mais je pense que tu devrais mieux faire de t'occuper de toi d'abord et puis après le reste on va vérifier ça tout ça là. Ah ouais. Puis après ma tante est venue, ma belle-sœur est venue, et elles avaient pu récupérer mon bébé et puis j'ai accouché. Le bébé était là et puis une heure après je pense mon mari il est venu avec sa tête tellement désolée parce que la première fois, il était avec moi dans la salle d'accouchement et puis il n'a pas pu assister. Et puis je pense qu'il a culpabilisé aussi. Mais ce que c'était pas de sa faute non plus, donc... Ouais, non, là, vraiment... vraiment, il pouvait pas. Et vous avez retrouvé ton fils? Oui, voilà. Je pense que quand je suis rentrée en salle, 15 minutes après, il y a ma belle-sœur qui l'a retrouvé, qui est venue. Dès que ma belle-sœur est venue, elle l'a récupéré. Ok. Bah, roadshow, quoi. Non, Incroyable. ouais, non, c'était chaotique. Mais finalement, la rencontre avec ce deuxième bébé, ce deuxième garçon... Oui, je pense que ça c'est... Est-ce que ça a été comme la première fois où il t'a fallu un temps pour connecter ou est-ce que là, ça a été plus... Je sais plus. Je pense pour lui, c'était un peu plus automatique. Oh, non, pas du tout. En même temps, Pas tu du es tout. tellement dans l'adrénaline de tout Ouais, ce qui non, peut se donc je passer. pensais à autre chose, mais pas vraiment. Je pense que ça s'est fait un peu plus même rythme, quoi. Et là encore, les nausées étaient finies, quoi. Ouais. Ça Il s'est était fait qu'au dans tac. une apothéose de... Non, c'est incroyable. Et donc là, tu veux combien d'enfants maintenant? 2. Deux. Après, qui sait, hein, on En sait tout cas, jamais. si tu en as un autre, je veux le récit d'accouchement. Parce que Ah, bah oui, vu que ça monte crescendo comme ça. Non, mais on sait jamais. Hein. Moi, je veux bien avoir une fille, mais je sais pas. Si je tente que c'est un garçon encore, je fais comment? À chaque fois, les gens ils me disent, ouais, C'est ce mais que tu j'allais veux dire. une Est-ce que les fille? gens te disent Oui, maintenant? à chaque fois, on me dit, oui, mais tu veux pas une fille, c'est trop tôt. J'ai dit, oui, mais je veux bien, mais si c'est un garçon, on fait comment? C'est pourquoi je suis en mode... Je suis plus vers le non, mais je suis pas fermée quand même si j'ai commencé à vendre les berceaux et tout. En même temps, tu as 28 ans. Ouais, oui, il y a le temps. Il y a le temps. Tu as Ouais. le temps de changer d'avis 10 fois. On verra bien. Et donc, tes fils, qu'est-ce que tu as reçu? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi et que tu voudrais leur transmettre aujourd'hui? J'aimerais déjà que ça soit des gens
véridique. Pour moi, la vérité, c'est important. Je n'aime pas trop le mensonge. Et je trouve que c'est le mensonge qui ramène plein de défauts, de vices chez les personnes. Et pour moi, qu'ils soient des gens véridiques, vertueux, c'est super important pour moi. Qu'ils aient un bon cœur aussi, qu'ils soient empathiques, ça, c'est important pour moi également. Ouais. Et surtout qu'ils soient soudés, en fait. Qu'ils soient des meilleurs amis, pour moi, ça, c'est super important. Et je veux qu'ils aient ces valeurs-là, en tout cas. Et par rapport à la façon dont toi, tu as été élevé et éduqué, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis que tu aimerais faire un peu différemment? Oui. Chez moi, on n'avait pas forcément la culture d'aller s'amuser, de faire des vacances avec mes parents. Il n'y avait pas trop cette culture-là. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je cherche à changer. Avec mes enfants, souvent, je sors avec eux, je vais à la plage. Parce que, par exemple, je ne me rappelle pas avoir été à la plage avec ma mère. Je ne me rappelle pas avoir été avec elle au resto, ni quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas reprendre avec mes enfants. Je veux faire des hobbies avec eux, je veux aller faire des choses, leur faire découvrir des choses. Je n'hésite pas à... Il m'est même arrivé une fois, quand le deuxième, il avait, je pense, tout juste 6 mois, je suis partie à la Popenguine, toute seule, avec les deux. Et les gens, ils me disaient, mais t'es folle. Tout le monde me disait d'amener la nounou, mais j'ai dit, niet, je n'amène pas du tout la nounou. J'y vais toute seule avec les deux pendant, je pense, on a fait là-bas 4 jours et j'ai adoré. Parce que ça m'a permis de créer avec eux des souvenirs, de faire des choses, en fait, et j'ai adoré. C'était incroyable. Il n'y avait pas mon mari, il était en voyage, en mission, et puis je suis partie seule avec eux, mais j'ai beaucoup aimé. C'était fatigant, hein, mais bon, ouais. Franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs séjours que j'ai eu à faire jusqu'ici. Ouais, donc d'avoir des moments de qualité. C'est ça, exactement. Pour moi, c'est important d'avoir des moments de qualité avec eux, de créer des souvenirs avec eux, qu'ils voient qu'il y a des choses qui me font plaisir, que je suis une maman heureuse. Je pense que ça, c'est super important pour moi. Et de se dire qu'on a le droit d'avoir des loisirs. C'est ça. De ne pas juste faire le rôle de maman, je viens, je m'occupe de toi, et puis je m'occupe de la maison. Pas que de me cantonner à ça, en tout cas. De faire des choses pour moi, de faire des choses avec eux. Par exemple, quand je prends soin de mes plantes. Souvent, je les implique, même s'ils ils vont me faire de n'importe quoi là-bas. Ils mettent la terre partout, mais c'est important pour moi de les impliquer dans ces moments-là. Et j'ai donc une dernière question pour toi. Quand tes fils seront plus grands, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi? J'aimerais qu'ils disent que j'ai été une maman épanouie auprès d'eux, que j'ai vécu de bons moments avec eux, que je leur ai inculqué de bonnes valeurs, que j'ai été une bonne personne, que j'ai fait ce que j'ai pu, en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà. Et qu'ils soient fiers de m'appeler maman, qu'ils soient fiers que je sois leur maman, qu'ils soient fiers de me montrer. Je pense que c'est ça qui serait le plus important pour moi. Bon, en tout cas, leur mère est une sacrée guerrière. De les avoir portés tous les deux. Merci, ça fait plaisir de l'entendre. Et ça me rappelle quelque chose que la première fois quand je partais à la clinique pour accoucher, tellement je voulais pas que les gens se disent que conforter les gens dans leur idée que j'étais faible, que j'étais une chochotte. En fait, je me dis je vais pas pleurer en fait. Je vais prendre sur moi, je vais subir cette douleur-là, les contractions. Et puis après, à la fin, les gens, ils me disaient, même ma mère, elle me disait, je te pensais pas aussi forte. Parce que tout le monde s'attendait à ce que je craque. Mais c'est cette force-là, en fait, que les gens, ils s'attendent à ce que je sois une chochotte qui m'a rendu cette force-là. Mais j'ai vraiment craqué pile poil avant la délivrance. Ce qui est assez logique, c'est la phase de désespérance. On craque c'est souvent ça, à ce moment-là. On peut pas, on a beau être forte, on peut pas. Et du coup, est-ce que pour conclure, qu'est-ce que tu dirais justement aux femmes qui t'écoutent, qui n'ont pas forcément, elles non plus encore mis les mots sur ce qu'elles traversent ou qui se sont senties très isolées? Quel message tu aurais envie de leur faire passer? Déjà, j'aimerais qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas folles et que c'est tout à fait légitime. Les douleurs qu'elles sentent, les souffrances qu'elles vivent, c'est très légitime, c'est pas que dans leur tête, que c'est une pathologie, que ça existe. Malheureusement, ici, on n'a pas forcément encore de traitement adéquat, ni la connaissance autour de cette maladie, mais qu'elles ne sont pas seules.
et que c'est important qu'elles le sachent, je pense, et puis que ça va aller, qu'elles vont oublier. Inch'Allah. Elles vont... Merci beaucoup Rodia pour ce témoignage. Merci Alix, c'était un plaisir. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à donner de la force à ce podcast en le notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucun épisode et surtout en parler autour de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Mais en attendant, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. L'aventure ne fait que commencer. Tambali. Prenez le pouvoir sur votre parentalité.